Et toutes mes salutations les plus sincères ici, TPK, eh bien, depuis le plus j'ai des étoiles, ouais, non, ouais, si en fait. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous donner mon ressenti sur un film que j'ai attendu comme le Messie qui est Alien Covenant. Alors c'est pas le style de vidéo que j'ai fait une fois dans ma vie, sur cette chaîne vous n'en avez jamais vu, d'ailleurs pour ceux qui n'auraient jamais vu mon visage, le voici. Et oui, pour ceux qui ne suivraient pas mes streams que je fais sur Smash, voici mon visage, voici l'endroit où je tourne, où je fais la plupart de mes streams, etc. Donc bref, vous l'avez compris, on va parler de ce film-là, Alien Covenant. Je suis un très grand fan de la série Alien, évidemment depuis le premier jusqu'au quatrième avec les Alien vs Predator. Je conchis Prometheus comme, on va dire, un film absolument médiocre au possible, nul et scénaristiquement creux et bourré de défauts. Bref, mais là on va s'attaquer à un film qui s'appelle Alien Covenant, qui ne s'appelle pas Prometheus 2, alors que Ridley Scott avait promis bien, de continuer sur la lancée de son Prometheus 1, en faisant Prometheus 1, 2 et 3. Donc j'ai entendu plein de choses sur ce film, j'ai lu pas mal de choses sur ce film, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de points du film qui n'ont pas été retranscrits correctement dans les critiques. Ça me fait de la peine parce que ce film est bourré de matière et je dirais de théories, entre guillemets, mais surtout de propos vraiment intéressants. Et c'est ce que je vais essayer de vous prouver dans cette vidéo, vous prouver que ce film est vraiment bon. Je l'ai vu 4 fois. 4 fois au cinéma en l'espace d'une semaine. Et je plonge peut-être sur une 5e fois. Je vais m'acheter le Blu-ray, c'est évident. Bref, cette vidéo sera complètement bourrée de spoilers. Donc si vous ne l'avez pas vu, quittez cette vidéo, allez le voir et revenez. J'espère que je vous apprendrai 2-3 choses. Je pense que je vous apprendrai 2-3 choses sur ce film, qui encore une fois a été vaguement décrié, et ça c'est pas bon. Donc la scène d'ouverture, vous la connaissez maintenant, pour ceux qui l'ont vu, la fameuse scène d'ouverture avec Guy Pearce et David Fassbender, Michael Fassbender évidemment. Une scène où on voit effectivement Guy Pearce, Monsieur Wayland, parler à sa création, la création Android, David en lui disant « Tu es ma création, tu es la chose la plus parfaite que je n'ai jamais créée », à savoir que même sa propre fille ne sera pas aussi parfaite que lui. S'ensuit un dialogue avec tout le délire existentialiste et aussi démiurge que David va incorporer progressivement avec la fameuse question « Tu es mon créateur, je suis ta création, je suis un robot, tu es vivant, tu vas mourir mais pas moi ». Et donc là, Wayland va germer la petite graine du créationniste en lui faisant en plus de ça jouer la fameuse entrée des dieux dans le Valhalla étant bien évidemment le paradis selon la mythologie scandinave. On passe cette scène qui est plutôt belle, vraiment réussie, avec un grand soin apporté à la décoration vraiment minutieuse et on va dire relativement soft et sobre, offre une scène très jolie esthétiquement parlant, avec une excellente direction artistique qui va jalonner tout le long de ce film, puisque ce film est beau, ce film est rempli, je dirais, de petites attentions artistiques qui font du bien à la rétine. Et on va bien évidemment avoir la présentation du vaisseau, le Covenant. Alors le Covenant, ça veut dire en anglais traduction de alliance on va dire dans une signification biblique, évidemment. L'alliance entre deux êtres humains qui partent coloniser une planète qu'ils ne connaissent pas pour y germer la vie humaine évidemment. Vous avez compris l'idée, comme le Prometheus, c'était évidemment le vaisseau qui va voler le feu aux dieux pour le ramener aux humains. Bon, donc on présente rapidement le vaisseau, on présente le droïde qui est à la tête de tout ça, Walter, une autre version de David, joué encore une fois par Michael Fassbender, qui est un acteur que je respecte au plus haut point. On va donc prendre connaissance de la plupart des embryons qui sont contenus et des colons qui sont contenus dans ce vaisseau, les colons, à savoir les gens qui colonisent, évidemment, vous l'avez compris dans ce sens-là, bande de petits coquins. Puis un incident survient, évidemment, puisqu'il ne peut y avoir autre chose qu'un incident dans un film Alien. En premier acte, c'est évidemment le déploiement de ces espèces de voiles solaires qui servent à capter l'énergie, qui vont se prendre une grosse vague stellaire. Bon, on passera un petit peu sur les cohérences de science-fiction, oui ou non, d'ailleurs, j'ai pas la connaissance pour vous dire si c'est probable ou non. Mais un incident qui va évidemment déclencher un problème dans le vaisseau, et donc un incendie dans les cryotubes, dont le cryotube du mari de Daniels, l'héroïne jouée par Catherine Waterston, qui est une actrice que j'aime beaucoup et que vous avez déjà probablement vu dans le film Les Animaux Fantastiques, donc Harry Potter évidemment, où elle joue un tout autre rôle, et là dans cette espèce de replay 2.0, je dois bien dire qu'elle m'a chatouillé la rétine et que ça m'a vraiment plu pour le coup. Elle perd donc son mari, rebattage des cartes, puisque ça va donc être Billy Crudup qui joue donc Oram, qui va prendre la direction et le commandement de cette unité. S'ensuit évidemment le réveil de tout l'équipage qui va donc se mettre au pied de guerre pour essayer de réparer les dégâts, mais surtout d'aller réparer cette fameuse voile solaire.
Et va s'en suivre probablement la plus grosse, entre guillemets, incohérence pointée du doigt sur le web du film. En effet, quand ils vont sortir pour essayer de remettre cette espèce d'abat-jour géant qui leur sert de panneau solaire, le fameux Tennessee, qui est joué par Danny McBride, encore une fois un acteur que j'aime beaucoup, va capter dans son casque un signal radio d'une autre planète, et quand il va revenir sur le vaisseau, ils vont bien évidemment analyser ce signal, vous êtes au courant. Va s'en suivre l'une des décisions qui a été jugée les plus connes de l'histoire de ce film, et probablement de la franchise Alien, à savoir qu'ils vont tout claquer pour aller voir cette fameuse planète. Et c'est là que je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui s'est dit sur ce film. Tous les personnages de ce film vont prendre des décisions connes et sont des personnages relativement stéréotypés qui n'ont absolument aucune espèce d'épaisseur. Aucun personnage n'est développé comme il se doit, comme dans n'importe quel film d'horreur ou de film, on va dire, avec un certain propos à annoncer, pour qu'on puisse s'attacher à ces personnages et pour qu'on puisse regretter, pleurer ou même se réjouir de leur mort. Bien sachez-le, le fait de n'avoir aucun ancrage, on va dire, émotionnel dans les personnages, c'est un propos dans le film. Tous les personnages sont absolument stéréotypés, prennent des décisions connes au possible pour un seul propos. Ridley Scott, vous le savez, avec Alien premier du nom, a créé le cinéma d'horreur. C'est lui qui a compris comment manier le clair-obscur, le contre-champ et l'évocation des scènes d'horreur pour provoquer la peur dans les cinémas. Ridley Scott n'a certainement pas créé l'Alien. Le scénario a été créé par un certain O'Bannon qui avait en 1974 sorti le film Dark Star, qui a été une purge absolue et qui a été un flop, et qui, on va dire, pendant ces quelques années d'exil, a écrit un scénario qui s'appelait Alien, et qui donc, aidé d'un fameux Giger, a pu prendre la forme d'un xénomorphe. Ce xénomorphe est donc à la base une créature biomécanique basée sur, encore une fois, les travaux de notre cher Giger, pour évoquer la thématique du viol et de la féminité, et c'est pour ça d'ailleurs que le xéno va systématiquement faire un espèce de baiser avec sa langue pour vous casser la gueule, et c'est aussi pour ça que le facehugger vous implante un embryon, évoquant évidemment la thématique du vol, renforcée par la forme du crâne du xénomorphe, qui est un phallus. Bref, créer des personnages complètement débiles au possible, c'est avant tout montrer que Ridley Scott a créé le genre du cinéma d'horreur, qui n'a fait que répéter inlassablement les mêmes stéréotypes de personnages encore et encore, comme si c'était la seule solution pour donner de l'épaisseur à des personnages. Inutile de vous dire que le fait de donner de la débilité à ces personnages, c'est justement dire, les gars, c'est moi qui ai créé le cinéma d'horreur, vous n'avez su que faire des personnages débiles, regardez ce que moi je vais en faire. Je vais reprendre les mêmes choses que vous avez fait depuis 30 ans que le film est sorti, Alien premier du nom, je vais reprendre les mêmes schémas débiles et on va voir on va voir ce que ça va donner. Évidemment, tous les personnages sont cons, prennent des décisions débiles, d'où la fameuse décision d'aller sur cette planète qu'ils ne connaissent absolument pas, malgré le fait qu'ils aient bossé 10 ans sur Ogaï 6, et qu'ils sont presque sûrs que ce soit la seule planète habitable autour d'eux. Mais qu'à cela ne tienne, ils y vont quand même. Et tous les personnages vont mourir de façon absolument atroce, juste pour le plaisir coupable de les déchiqueter, pour tailler en pièces ces personnages stéréotypés jusqu'à la moelle, encore une fois de plus. La scène de débilité ultime étant évidemment le commandant qui va regarder se pencher sur l'œuf en mode qu'est-ce qu'il y a là-dedans, et bim, le facehugger dans ta gueule. Évidemment, le cinéma, la première fois que j'ai été voir ce film, le cinéma a rigolé. Moi aussi j'ai beaucoup ri et je me suis dit ouais, là où spontanément j'aurais dit que c'était vachement con, mais en fait c'est vachement intelligent finalement, cinématographiquement parlant, de montrer que ces personnages sont complètement débiles, n'ont aucune once de rationalité, mais justement pour déconstruire ce mythe du personnage vide, mais du début jusqu'à la fin. Va s'en suivre évidemment la fameuse séquence où le vaisseau va se diriger vers cette planète pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Vous noterez d'ailleurs que le vaisseau a une forme de scie. Et c'est pas moi qui le dis, encore une fois, vous pouvez vérifier, il y a une espèce de scène où tous les écrans sont découpés sur un schéma du vaisseau, à savoir deux petites boules de base et le reste du vaisseau, évidemment. Et c'est pour évoquer quoi? Là où la plupart des aliens étaient basés sur la thématique du viol, donc d'un point de vue féminin, le xéno ayant d'ailleurs une démarche vachement féminine, et bien là, tout le film est de l'autre côté du spectre, on va dire, sexuel, puisque là, il n'est pas basé sur la femme, il est basé sur l'homme. Le film entier a une imagerie purement masculine, jusqu'au vaisseau qui évoque ni plus ni moins qu'un membre fièrement puissant. Il est évident que ce film a une transparence, une lecture masculine. D'ailleurs, et ça me
choque encore une fois que personne ne l'ait remarqué. Tous les personnages féminins sont faibles, tous les personnages masculins sont forts, de David à Walter en passant par le commandant ou Tennessee, tous les personnages qui prennent des décisions sont des hommes. Tennessee veut aller sur la planète quoi qu'on en dise, Mother, donc l'intelligence artificielle, est soumise à David à la fin du film, David casse la gueule à Shaw pour le bienfait de ses propres expériences, et il n'y a que Catherine Waterston qui arrive, Daniels, à prendre un semblant de décision, quoique finalement ce sont juste des espèces d'actions héroïques mises bout à bout qui donnent l'illusion de sa liberté et de sa façon de penser à elle, qui pourrait évoquer Ellen Ripley. Mais vous le savez, dans tous les aliens, il y a des figures féminines fortes. Évidemment, Ellen Ripley dans Alien 1 et dans Alien 3, puisqu'elle arrive dans Fury 16, qui est un pénitencier d'hommes récidivistes, violeurs, tueurs, etc., ce que vous voulez, jusqu'au pédophile absolu. Dans Alien 2, il y a Newt, la petite fille, qui a été plus forte que tout le monde puisqu'elle s'est cachée. C'est une petite fille, donc encore une fois un personnage féminin. La reine, la queen des aliens, qui est donc encore une fois féminine, quoi qu'on puisse en dire, et qui est là aussi un personnage central dans Alien 2, réalisé par David Cameron, que je vous recommande au plus haut point, et dans Alien 4, qui est réalisé par Jean-Pierre Jeunet, notre Jean-Pierre Jeunet à nous, un réalisateur français, qui a d'ailleurs réalisé Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, et ouais, a créé le personnage de Cole, un androïde femme, encore une fois, un androïde femme qui, encore une fois, a les décisions les plus rationnelles et les plus courageuses du film. Là, inutile de vous dire que exit tous les personnages féminins forts, tous les personnages hommes sont des personnages forts, et c'est eux qui vont dicter le rythme du film. Et l'imagerie de l'homme est encore une fois accentuée par ce vaisseau, en forme encore une fois de zizi, mais surtout, ces espèces de sacs noirs. Il y a deux hommes, deux personnages que vous avez probablement oubliés, moi aussi, qui marchent sur ces sacs noirs, et ces sacs noirs ces œufs noirs, ces boules noires vont libérer des espèces de spores qui vont venir les rentrer en eux. Bon, alors, la première fois, je me suis dit non, ça peut pas être aussi gros. Et en fait, si, c'est aussi gros, et c'est voulu. Ces sacs noirs sont les couilles, mesdames et messieurs, ces spores, c'est de la semence masculine. Et oui, il faut entendre le mot. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a même un plan où on voit ces spores rentrer dans l'oreille. Alors, sachez que si ce plan a été conçu à la CGI, c'est pour un propos. C'est évidemment pour montrer la fécondation. Ces œufs font des spores. Inutile de vous rappeler vos cours de SVT. Vous avez très très vite compris. De plus, 2 hommes sont fécondés. 2 hommes qui représentent la testostérone absolue, à savoir le soldat avec la beubare comme as qui va mourir dans d'atroces souffrances, et le mec qui se permet de chialer grandement sur la nature, pas la voiture, et qui fume et qui va jeter sa clope dans un mouvement testostéroné jusqu'à la moelle pour montrer encore une fois qu'on est vachement burné quand même. Devinez qui seront les 2 premières victimes du néomorphe, la nouvelle version, entre guillemets nouvelle, même si moi je l'aurais appelé plutôt primo-morphe, mais ça c'est une interprétation personnelle. Eh bien, ce sont 2 femmes, et pas n'importe lesquelles, puisque c'est tout simplement la femme de Oram, le commandant, et la femme de Tennessee, le pilote du fameux Covenant. Encore une fois, pour montrer que des hommes vont mettre au monde des néomorphes qui vont tuer les femmes, qui sont aussi les femmes, les concubines de 2 hommes importants, à savoir le pilote et le commandant. Bon, évidemment que les femmes sont les premières victimes, évidemment que les hommes sont les instigateurs, entre guillemets, de tout ça. Encore une fois, pour renforcer cette image masculine, vous l'avez compris. Mais là où Ridley Scott est intelligent, c'est qu'il ne se contente pas de tuer des femmes concubines, il tue aussi des hommes concubins. Et oui, il y a 2 personnages homosexuels dans Alien Covenant, à savoir l'espèce de commandant de l'infanterie militaire, on ne sait pas trop, et surtout le gros barbu là comme ça, qui va aussi être un soldat, et qui va donc claquer, et on le voit aussi, puisqu'il lui tient son alliance en lui disant « mon ange, mon amour », etc., dans ce qui semble être une des meilleures scènes de banalisation de l'homosexualité de cette année 2017. Puisque, évidemment, vous êtes au courant, l'homosexualité est un petit peu tabou dans le cinéma, même s'il est évidemment de plus en plus mis en avant avec, encore une fois, la vie d'Adèle. Mais le meilleur moyen de rendre l'homosexualité accessible, c'est de banaliser. Et Ridley Scott a banalisé une scène d'amour entre 2 homosexuels, entre guillemets, dans une perte, puisqu'il a été tué, évidemment. Il a été tué, mais on va quand même banaliser la scène en faisant une scène d'adieu au défunt, à son conjoint, à son concubin, appelez-le comme vous voulez, dans une scène qui est relativement très très bien maîtrisée. Tous les personnages vont subir absolument les pires douleurs de la planète. On a le Spineburster, donc vous savez le Chestburster, inutile de vous rappeler
eh bien, le cycle de vie d'un chestburst, enfin d'une alien, hein, il y a l'œuf qui pond, enfin il y a l'œuf, on extrait un facehugger, le facehugger va pondre une larve dans la victime va avoir un chestburster, donc ça va exploser comme ça, et puis eh bien de là va donner le xénomorphe qui va bouffer tout le monde. Là, c'est le schéma, on va dire, pas inverse, mais un espèce de schéma hybride, dans le sens où il y a le spine burster, donc spine colonne vertébrale, donc il va sortir par là, bim, et on va avoir le néomorphe qui va sortir par la bouche, pour montrer que justement c'est une version pas vraiment mise au point du Xeno, bref. Tous les personnages vont souffrir, c'est sanglant, c'est noir. On veut montrer la douleur de ces personnages, encore une fois, dans une joie exquise de montrer qu'on peut buter des personnages qui n'ont aucune saveur, et ça, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo, c'est que ça renforce le propos. Puis évidemment, David Fassbender, comme je l'appelle, vient sauver tout le monde, les amène dans la cité des ingénieurs, leur montre que c'est le Robinson Crusoe, blablabla, blablabla, évidemment, commence à leur mentir, l'intrigue se met en place, etc., etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette fameuse scène de la flûte, où Walter et David vont commencer à faire connaissance. Et je crois que cette scène a été l'une des scènes qui a été les plus appréciées, mais pas dans le bon sens. En fait, si vous commencez à analyser cette scène, donc pour vous remettre dans le contexte, on a David et Walter qui vont faire un espèce de cours de flûte, un cours de pipeau, hein, comme je dirais, en face à face, en CGI, cross, double plan, double prise, etc. C'était d'ailleurs très très bien fait. Où évidemment donc David va apprendre à Walter à jouer de la flûte. Or Walter ne sait pas jouer de la flûte puisqu'il ne peut pas créer. Et ça va être l'un des premiers propos du film, l'être démiurge. Donc David peut créer, sait jouer de la musique, il peut créer ce qu'il appelle lui une symphonie, mais Walter ne sait pas. Donc va s'en suivre un espèce de tuto flûte fait par un robot, un autre robot, et ouais. Mais là où ça aurait pu être juste un tuto flûte, comme on pourrait avoir un tuto d'Ocarina sur YouTube, eh ben non. Ce tuto flûte, ce n'est pas qu'un tuto flûte. Si vous commencez à comprendre que Walter, et je vais mettre ma main ici, ça sera plus simple, et David sont Ridley Scott à 2 étapes de sa vie de réalisateur, vous ne voyez pas la scène de la même manière. Walter est Ridley Scott au début de sa carrière de réalisateur. Il faut savoir que quand on est venu chercher Ridley Scott pour jouer Alien, enfin pour réaliser Alien 1, c'était juste un petit gars qui avait fait un petit film et quelques publicités. Bon, on est venu le chercher, on a fait un pari sur l'avenir avec en plus un scénario complètement obscur fait par un mec qui a fait un four à l'époque. Autant dire que c'était un pari sur l'avenir des plus burnés. Ridley Scott, Walter qui représente Ridley Scott quand on est venu le chercher pour Alien 1, est le mec qui n'a pas créé Alien, il a juste réalisé un film. Il n'a ni créé le personnage, ni créé le Xeno, ni créé le visuel, qui était encore une fois fait par H.R. Giger. Il n'a rien fait de tout ça, il a juste réalisé un film. Est-ce qu'on peut créer Alien? Non, c'est pas lui qui a créé Alien. Puis, si vous voyez David comme le réalisateur accompli qu'il est devenu, Ridley Scott réalisant Prometheus et Alien Covenant pour s'approprier le matériel et pour faire en sorte de développer la mythologie qu'il n'a lui-même pas pensé, et bien vous voyez la scène d'une toute autre manière, à savoir David, Ridley Scott aujourd'hui, qui a su réaliser, qui a su créer Prometheus, la trilogie, quoi qu'on puisse en penser, qui a maîtrisé l'œuvre Alien pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle est devenue, et le Ridley Scott jeune qui était incapable de créer, qui a juste fait ce qu'on lui a demandé de faire. Et c'est pour ça que cette scène est absolument incroyable, outre le fait que ce soit un espèce de travelling à 180 degrés latéral, qui est du plus bel effet, et qui, au regard aussi du visuel dans la salle de la pièce dans laquelle ils sont, est vraiment vraiment très réussi. Bref, si vous commencez à voir le film comme David étant Ridley Scott lui-même et Walter aussi, vous ne voyez plus le film de la même manière. Et d'ailleurs, il y a une autre scène qui, encore une fois, n'a pas été comprise, mais du tout, et ça me peine de le voir sur internet, c'est cette fameuse scène où il y a le face-à-face David, Xeno ou Néomorphe. Là où les gens se sont foutus de la gueule de cette scène, parce qu'on s'est rendu compte qu'il était super facile de domestiquer un néomorphe, à savoir en juste lui soufflant sur le nez, non, très chers amis, non, vous n'avez pas été assez stupide pour croire que c'était le propos de cette scène. D'ailleurs, et je tiens à le dire, cette scène est une vanité. Alors, qu'est-ce que c'est une vanité? Tu n'as pas suivi tes cours de collège? Voici un chouette petit nota bene. Qu'est-ce que c'est qu'une vanité? C'est une scène, généralement peinte, où on voit un crâne, un squelette, etc., pour montrer la mortalité de l'homme et pour rappeler l'homme à sa condition d'être mortel. Une vanité, c'est ni plus ni moins une occasion de dire « Mon gars, de toute façon, tu vas mourir à un moment donné, autant peut-être faire ce que tu as à faire tout de suite, parce que tu vas le regretter, évidemment. »
Et cette scène est une vanité. Pourquoi? Parce qu'il y a cette fameuse actrice dont j'ai complètement oublié le nom, avec encore une fois un personnage dont j'ai complètement oublié le nom, qui va mourir décapité. On va montrer un premier plan où on va voir la tête flotter dans l'eau. Bon, on va le montrer une fois, et puis on va le montrer une deuxième fois. Donc la première fois pour montrer qu'effectivement elle a été décapitée dans d'atroces souffrances, pour encore une fois renforcer le côté bestial du néomorphe, mais la deuxième fois pour rappeler encore une fois que c'est une tête qui flotte dans l'eau. Là où ça pourrait être vachement lourd de dire bon c'est bon, on a compris qu'elle s'est fait décapiter, arrête Ridley, c'est chiant. Eh ben non, Ridley nous propose ici sa version de la vanité à lui. Vous avez la tête qui flotte en fond, dans un espèce de bassin rempli d'eau. Vous avez David qui fait un face-à-face à l'alien. David représente évidemment Ridley Scott, le néomorphe représente l'alien dans son sens global, ce qu'elle est devenue, le phénomène alien. Vous avez ni plus ni moins que Ridley Scott qui regarde ce qu'il a créé, ce qu'il a engendré, malgré lui, malgré le fait qu'il n'ait pas touché, entre guillemets, à la matière alien, qui la domestique en lui soufflant dans les naseaux pour justement lui dire « Regardez, j'ai compris mon matériel, j'ai compris qu'après 40 ans de cinéma d'horreur, c'est moi qui ai créé tout ça. » Mais il y a aussi ce crâne derrière, en fond, qui rappelle à la condition de Ridley, à savoir qu'il est un homme et qu'il va mourir et que le pépère est âgé aujourd'hui et qu'il va peut-être d'ailleurs probablement pas finir sa trilogie et je lui souhaite absolument pas ça. Bref, vous avez cette scène qui est absolument magnifique d'un point de vue autobiographique. Il faut savoir que cette scène est un délire égocentrique absolu. Ridley Scott a compris les enjeux d'Alien, a maîtrisé tout ce qui fait le contour d'Alien, le cinéma d'horreur, les stéréotypes, ce que ça a créé derrière. Et c'est tout. Il ne faut pas voir cette scène comme autre chose que ça. Et c'est pour ça que cette scène est absolument incroyable. Alors après effectivement il va y avoir le capitaine derrière qui va venir tirer sur le néomorphe en le butant. Bon, le propos de dire que l'homme ne sait rien faire d'autre que détruire, là où David veut créer, effectivement, quand l'homme ne connaît pas, quand l'homme suggère, enfin croit que quelque chose est étranger, il va réagir violemment, effectivement, quelque chose que vous pouvez appliquer dans votre vie de tous les jours d'ailleurs. Et après, va s'en suivre, encore une fois, la décision la plus débile du film, puisque eh bien, le commandant va donc se pencher sur l'œuf en mode « Ah, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?» Hop. Et le Xéno est là. Bon après, évidemment, vous connaissez la suite vous connaissez le schéma d'un film alien, le Xéno va sortir, va buter tout le monde dans une classe absolue. Je dirais, contesterai un petit peu les choix du film, puisque le film est beaucoup d'environnements extérieurs, là où tous les aliens étaient un espèce de huis clos, ou des environnements qui étaient vachement exigus, vachement dans la suffocation, dans la claustrophobie, pour encore une fois montrer que le danger peut être partout. Là, c'est des environnements et des décors vachement plus ouverts, sauf le quatrième acte, El Famoso quatrième acte, qui est dans un vaisseau et qui là pour le coup marque vraiment un film alien. C'est-à-dire que vous avez tous les 3 premiers actes qui sont, on va dire, du Prometheus ou du délire Ridley Scottien, et vous avez le quatrième acte qui est ni plus ni moins ce qu'aurait dû être Alien et ce que devra être Alien 5, puisque ce n'est pas Alien 5, c'est Alien Covenant. Compliqué. Donc pour ceux qui ne savent pas, le quatrième acte, c'est on va dire, quelque chose qui a été vachement mis en avant par, encore une fois, Ridley Scott, et après la filmographie, Alien. Il faut savoir qu'un film est composé de 3 actes, donc vous avez le déclenchement, le déroulement du film, et vous avez la résolution avec évidemment le héros qui sauve la princesse ou des conneries comme ça. Sauf que dans les films aliens, non. La princesse semble être sauvée, mais en fait pas du tout. Peut-être que la princesse en fait c'est un homme. Non, peut-être que la princesse en fait elle a d'autres problèmes. Et bien dans Alien, c'est exactement ça. On pense s'être débarrassé du Xéno, en fait non. Il est planqué dans des espèces de tuyaux. Dans Alien 2, il y a la reine qui s'est accrochée au vaisseau. Dans Alien 3, Ridley va mourir. Et arrêtez de me dire que j'ai spoil, je n'ai pas spoil, j'espère que vous avez vu Alien 3 tous. Dans Alien 4, évidemment, ça va être la fin avec le newborn. Bref, le quatrième acte, un Xéno était évidemment à bord, puisque Walter, etc., etc. Sauf que Walter est en fait David. Bref, et là, effectivement, on retrouve un petit peu l'essence du film Alien premier du nom, avec une chasse, non pas à l'homme, mais une chasse au Xéno, avec une scène de sang dans la salle de bain que je trouve géniale. Vous avez Catherine Waterston qui va jusqu'à avoir un espèce de Marcel sans soutien-gorge qui évoquera évidemment Alien 1 et Ridley Scott. Pas Ridley Scott. Ridley Scott n'était pas en Marcel sans soutien-gorge, mais Sigourney Weaver qui était dans cette même tenue, etc. pour faire un petit peu un clin d'œil aux fans du premier. Bref, ce film est, pour moi, ce que je pense être une réussite, et je comprends pas qu'on ait autant craché sur ce film. Si vous mettez cumulé bout à bout tout ce que je vous ai dit, à savoir les personnages cons, les choix qui ont été faits par rapport à ces personnages cons, encore une fois, la thématique masculine, le fait que Ridley Scott se soit lancé dans un espèce de délire égocentrique de bout en bout, et le fait aussi que le quatrième acte soit
on va dire, une portion d'un film Alien, et ben je trouve pas que ça soit si dégueu. Et il y a même le concept du fusil de Tchekhov que vous connaissez, puisque la théorie du fameux fusil de Tchekhov, c'est si vous montrez un élément au début de film, vaut mieux s'attendre à ce qu'on le revoie en fin ou en milieu de film, préférable, enfin de façon préférable dans la résolution du film, pour montrer qu'il a un certain sens et un intérêt cinématographique et scénaristique. Et ben là on l'a, puisque eh bien, on a des espèces de grosses machines qui vont empaler le xéno qu'on montre au début quand eh bien, Daniel a perdu son mari, etc. La cabane sur le lac, etc. etc. C'est du classique au classique pour là-dessus, mais ça fonctionne. Donc bref, effectivement, il y a les thèmes, on va dire, sous-jacents, l'être démiurge qui crée, David est l'anti-replay, il ne détruit pas l'alien, il l'a créé, aussi le fait que les ingénieurs aient créé l'homme à leurs images, donc c'est-à-dire imparfait, c'est peut-être pour ça qu'il avait voulu les tuer dans Prometheus, et aussi et à leur image dans le sens où eux-mêmes sont mortels, et oui, pourquoi pas Dieu ne serait pas mortel finalement. Et aussi David qui est un apprenti sorcier absolu, qui crée et détruit la race des ingénieurs par exemple, dans un pur besoin arbitraire. Il n'est absolument pas manichéen, il ne sait pas distinguer le bien du mal, c'est un androïde, il tue et il crée juste parce qu'il le peut. Et ça, c'est un propos que j'aime beaucoup. C'est le genre d'êtres qui ne sont pas juste des super vilains, mais qui font des choses parce qu'ils en sont absolument inconscients et qu'ils considèrent comme normal ou qu'ils considèrent comme partie intégrante de leur œuvre ou de leur accomplissement en tant qu'individu. Alors, est-ce qu'on peut parler d'accomplissement en tant qu'individu pour un droïde? Je ne sais pas. Mais c'est possible. En bref, voilà bien ce que je pensais de ce film Alien Covenant. C'est une vidéo assez longue. J'ai pas dit tout ce que je voulais. Mais vous avez compris, cette vidéo est déjà assez longue. Et c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. C'est la première fois d'ailleurs que... Eh bien, vous voyez mon antre. Bref, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film? Est-ce que vous pensez que c'est une purge absolue? Est-ce que vous pensez que c'est un film intéressant? Un film qui ne va pas assez loin? J'espère vous avoir aiguillé. Est-ce que vous avez des théories que je n'ai pas lues aussi, peut-être parce que je dis beaucoup de choses et je pense avoir raison, comme d'habitude. Mais je me trompe peut-être, et ça, c'est fort probable. Comme d'habitude, eh bien, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous dire ce que vous avez pensé aussi de ce format de vidéo. Est-ce que je devrais en faire plus? Est-ce que je devrais vous parler un petit peu plus de ma life? Alors, de ma life, non, mais de mes intérêts cinématographiques et jeux vidéo ludiques avant tout, puisque cette chaîne, c'est du Smash 4, mais ça peut être aussi autre chose. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis bien, c'est depuis le Pugilat des étoiles? Ouais, que moi TPK vous transmet mes salutations les plus sincères. Salut.